Dans son discours d'introduction, Angeline a parlé d'un collègue dont la fille a déménagé 4 fois dans le quartier. Alors, je tiens à féliciter mon collègue Amadou, dont le témoignage, c'est le quartier de mon fils. Dans mon cas, ce sera le quartier dans lequel ma fille a déménagé 4 fois et j'ai agi comme principal ouvrier. Tout à l'heure, c'était moi qui ai posé la question sur le Cold Water Flat. Alors, ça fait deux exemples de ma connaissance de mon vécu dans le quartier. Le dernier, c'est la TEDUC, c'est mon bureau. C'est le déménagement de la université. Je ne sais pas en quelle année. On est ici 5 ans, 6 ans? 5 ans. Si j'avais un PowerPoint, je n'ai pas de PowerPoint, mais si j'avais un PowerPoint, j'aurais un seul photo. C'est le vue de mon bureau. Mon bureau donne sur le ouest. Et ce que je vois, il y a la beau église Saint-Michael's dont vous avez... Là, maintenant, je connais tout l'historique de ça. On voit la montagne. Et puis, plus loin, je vois la rue Bernard qui m'invite. Mais entre moi et la rue Bernard, il y a la voie ferrée, qui est un obstacle majeur. Alors, je vous donne quelques éléments de contexte. Premièrement, une confession. Quand nous avons déménagé ici, avant, on était sur Sherbrooke, il y avait 3 autres locaux qui étaient identifiés, près de Concordia et Rive-Sud. Et je me rappelle d'avoir écrit un courriel à tous mes collègues contre l'idée de déménager ici. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque contextuelle, les origines de l'Institut Jacques Couture, c'est des conversations entre Angeline, Paul et moi sur le rue Bernard. Et à chaque fois, surtout en hiver, on montait sur le viaduc, il faisait froid. Pour y aller, c'est monstrueux. C'est juste parce qu'Angeline, il y a plusieurs restaurants qu'elle aime beaucoup. Alors, voici le contexte de ma grande frustration et aussi le titre de ma communication ce soir, c'est « Est-ce qu'on peut imaginer autrement la voie ferrée » de Mile End. Une autre confession, ce n'est pas un trou, c'est un îlot. Mon texte est une tentative d'explorer l'essence de cette emprise ferroviaire. Mon point de départ sera l'histoire de Mile End et un petit texte de Justin Bure que vous citez dans votre livre. C'est une conférence qu'il a prononcée en 2013 intitulée « La cour ferroviaire ». J'aborderai cette histoire du point de vue de l'économie politique. Et cette analyse sera suivie d'une... servira comme une base pour une analyse que j'appelle humaniste, sémiologique, analogique. Alors, ce que j'ai appris dans le livre et dans l'article de M. Bure, c'est que pour mes fins, on peut diviser l'histoire de ce quartier en 3 périodes. Il y avait la première période de la fièvre, moi j'appelle ça, et c'est le mot c'est la citation du livre, c'est la fièvre du chemin de fer de 1876 et plus au Québec. Du point de vue du quartier Mile End, il s'agit de la période de nombreuses promesses, plans et litiges pour faire en sorte qu'une gare de train soit construite le plus au sud possible. Et ça n'a pas marché. Finalement, la gare était juste à côté de nous. C'était en quelque sorte un échec pour le quartier. Cette période est marquée par la spéculation sur les terrains, etc., etc. Tout ça est raconté de manière magnifique dans le livre. Et dans son texte, Justin Bure parle des embranchements ferroviaires. Vous ne savez pas, si vous avez lu le livre, vous savez qu'il y avait une exposition provinciale en 1878 au croisé de Parc et Montréal. Et il y avait des embranchements à cette époque-là. Ce n'était pas la gare, mais il y avait des embranchements. Ça, c'est la première période. La deuxième période, c'est la période où nous trouvons les traces actuellement. Alors, finalement, on a construit la gare. La gare était en 1878.
au début du siècle, la deuxième période, c'est la période dans les livres, et vous parlez de l'urbanisation. Moi, je dirais plutôt que c'est de l'industrialisation. C'est là où on voit les traces autour de nous. Ici, c'est des grands édifices. C'est parfois vides, mais maintenant qui sont en pleine transformation. La ligne ferroviaire servait avec ses embranchements, mais oui, aussi de points de contact pour le commerce. Alors, il permettait l'installation de toutes sortes d'entreprises, de la fabrication de pianos, vous en parlez de tout ça. Et la ligne ferroviaire, c'était essentiel à ça. Et ça a duré jusqu'au moment où la gare de train a été enlevée. La gare de train a été repoussée vers Parc et Jean Talon. Hein? C'était presque la fin de cette époque. Et ici, je cite Justin Bure dans son article. Tout a changé à partir des années 1960. La construction de réseaux autoroutiers a permis aux industries de passer au transport par camion et de se relocaliser plus loin dans la ville, dans les espaces plus grands et modernes. Les transporteurs ferroviaires partout en Amérique du Nord se sont retirés de la desserte locale de petites industries, préférant se concentrer sur des contenteurs et des matériaux volumineux. Alors, ça, c'est la période que nous connaissons, que moi j'ai vécu depuis que je suis arrivé au Québec. Alors maintenant, l'analyse économique ou économie politique de ce phénomène. Les études économiques nous offrent un cadre conceptuel pour analyser la situation actuelle de Mile End et la voie ferrée de CP. Il s'agit de problèmes des externalités. En économie, les externalités sont les coûts associés à la production d'un bien qui ne sont pas reflétés dans le prix. Ça, nous connaissons ça sur le nombre des différents types de pollution, etc. Mais ça, c'est les externalités négatives. Mais il existe aussi des externalités positives. Je connais ça parce que pendant longtemps, je faisais l'économie politique des télécommunications. Et là, on parle des réseaux téléphoniques, on parle beaucoup de ces externalités. Les externalités positives, excusez-moi, et c'est des cas où le prix de marché ne tient pas compte des avantages de la production d'un bien pour l'ensemble de la société. Et je vous donne un exemple. Les services d'infrastructure, et plus particulièrement les services publics en réseau, comme hydro, électricité, téléphone, etc., comprennent des externalités positives. Un réseau téléphonique à 10 usagers est moins valable qu'un réseau à 10 000. Un réseau qui dessert une ville est moins valable qu'un réseau qui dessert une ville et ses environs. Mais du point de vue des utilisateurs, il est possible qu'ils ne soient pas disposés à payer plus cher pour un réseau étendu. Et historiquement, la solution, c'est qu'on crée des subventions croisées, c'est-à-dire les gens en ville payent plus cher pour leurs services, de sorte que ça comprend les gens en banlieue, le réseau. Et donc, il existe des externalités positives qui font en sorte qu'il faut jouer un petit peu avec le marché pour qu'il marche mieux et pour que tout le monde en profite. Alors, force est de constater que quelque part aux années 1960, nous avons passé d'une situation où les inconvénients historiques de la voie ferroviaire n'étaient plus compensés par les externalités positives associées à la dimension réseau. C'est-à-dire, c'est le moment où le réseau n'était plus branché sur les entreprises qui l'entouraient. Ils se sont déplacés, ils se sont servis des camions, des routes. Et depuis, les résidents de quartier ont subi des conséquences d'une économie routière fondée sur les externalités négatives. Formulée d'une autre manière, on dirait qu'une dysfonction de marché existe qui fait en sorte que les prix pour le transport de fret qui traverse le Mile End ne tient pas compte des coûts réels assumés quotidiennement par les habitants du quartier et ses environs.
Essentiellement, il s'agit des coûts indirects reliés au morcellement du quartier. Tout ça pour dire que le problème n'est pas simplement historique ou politique, c'est même économique. Il y a des justifications à dire que si le prix que ça coûte à CP pour transporter le frais à travers le Mile End comprenait les coûts associés à la vie des habitants, on sera capable d'aménager autrement la voie ferrée. La deuxième partie de mon analyse, et ça c'est mon côté sémiologue humaniste, je me suis dit, cette voie-là, ça ressemble à quoi? Quelles sont les situations analogues? Quelles sont les situations comparables? J'ai commencé avec une recherche de mots-clés. Comment imaginer? Quels sont les mots qui peuvent décrire ce que ça représente? Alors, cordon, non, c'est pas tout à fait, ça ressemble à un cordon, non. Nœud, non. Bordure, relique, oui, c'est une relique d'une autre époque, en quelque sorte. Cicatrice, obstacle, mur, zone morte. Les zones mortes existent maintenant dans l'Atlantique, Pacifique, etc. C'est des zones où il n'y a pas de vie. Hein? J'ai cherché par des métaphores, analogues, etc., des situations. Ma grande conclusion en faisant ça, no man's land, hein, c'est une autre expression qui... Terra nullius, c'est une expression de roi roman. Tout ça pour dire que... Et aussi, j'ai essayé d'imaginer ce qu'on vit ici, c'est comparable à quoi? Est-ce que c'est comparable aux métropolitains? Parce que là, non, pas tout à fait, parce qu'il y a des points d'accès. Hein? C'est comparable à le cave qui est le boulevard des Carrés? Non, pas non plus, parce que nous pouvons accéder à ces choses-là. Ici, nous avons une espèce de chose qui est vraiment étrange. Il n'est pas connecté. Hein? Il traverse, mais sans accès. Et les externalités négatifs ne sont pas tenus compte dans le prix. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais revenir au libellé de notre institut et surtout la thématique accueil, échange et société. Historiquement, le champ des communications s'intéresse au rôle et fonctions des moyens de communication, y compris les infrastructures, et surtout le passage d'un type d'infrastructure à un autre. Les théoriciens canadiens de la communication, comme Harold Innis et Marshall McLuhan, nous rappellent que ces technologies peuvent jouer un rôle structurant, sinon déterminant, dans les échanges de divers types, qui peuvent aller jusqu'à contribuer à façonner notre culture. Dans certains points de vue, la voie ferrée de Mile End se présente comme un vestige du passé, une relique d'une autre époque. Mais ce qui le transforme en mur, en barrière, en obstacle, en zone morte, en no man's land, en terra nullius, c'est la dimension technologique. Ce n'est pas la dimension technologique, excusez-moi. Le fait que la voie soit constituée de rails, technologie iconique de notre siècle, ni ça, ni le fait que les rails sont enfermés des clôtures de 5 pieds ou whatever, ça n'a pas d'importance. C'est le fait que la voie n'interagit pas avec le quartier. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de contact. Il traverse. C'est monstrueux. Il n'y a pas de commerce au sens large du terme avec le quartier, ni en termes de biens de frais, ni en termes de passagers. Le passage d'un moment où la voie a été caractérisée par des externalités positives en situation où les externalités étaient manifestement négatives correspond au moment où le réseau ferroviaire a été reconfiguré pour exclure les êtres humains. Et j'ai fait une petite recherche. Il existe des trains mixtes. Alors, ce que je dis, c'est que la solution, ce n'est pas d'apprivoiser. Ce n'est pas les tentatives de faire des passages de piétons. C'est des mouvements ici, dans le quartier pour faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre des êtres humains. Il faut que ça soit au service. Il faut imaginer qu'un jour, peut-être dans 20 ans ou 15 ans, que cette voie ferroviaire sert aux gens de quartier
Et juste un dernier élément. Si vous regardez la voie le train de Saint-Jérôme, il va de Saint-Jérôme, il descend, et quelque part près du Rockland, il continue à la ville de Montréal, il va au centre-ville. Mais il y a un branchement qui va ici. C'est nous qui avons... c'est le Mile End qui est le branchement mort. Et savez-vous où il va? Il continue, il va près de Iberville, il descend. Et moi, je pensais que, je ne sais pas comment, mais je pense qu'il allait vers l'est, vers Québec. Non, il retourne sur le port de Montréal. Il fait le trajet qu'il fait, c'est le port de Montréal, ici. Et tout ça, c'est une zone morte en termes d'êtres humains, en termes de commerce des gens, en termes des passagers. Et maintenant, regardons ce qui se passe dans le quartier. Il y a des condos, il y a des appartements, il y a des gens. Imaginons, on peut imaginer un jour où, finalement, cette zone morte peut servir à autre chose que le frais. Le frais a une compagnie dont le siège social est à Calgary. Alors, merci.